Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être présents en nombre pour cet échange sur l'accord commercial UE-Inde et ses enjeux pour les entreprises françaises et indiennes. Ce webinaire est organisé par le Club Francophonie et Développement International du MEDEF de l'Est parisien. Alors, cette réunion va durer un peu moins d'une heure. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sophie Guichard en charge des partenariats et des services aux adhérents au sein du MEDEF de l'Est parisien. Alors, le MEDEF de l'Est parisien, c'est la première organisation patronale représentative de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Le MEDEF 93-94 fêtera l'année prochaine ses 100 ans. Nous représentons plus de 1300 entreprises adhérentes qui, elles, emploient plus de 375 000 collaborateurs. Le MEDEF, c'est l'interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics pour défendre vos intérêts sur le territoire. Je vois que certains d'entre vous ne sont pas adhérents. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour ceux qui sont en train de nous rejoindre. Si vous êtes dans le 93 ou le 94, n'hésitez pas à nous rejoindre et à contacter Florence Goldsman. Ce matin, j'ai le plaisir d'être en compagnie de trois intervenants spécialistes de l'Inde. Kumar Ananda, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Bonjour Kumar. Kumar, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-indienne. Vous êtes accompagné de Louisa Munaretto. Louisa, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes administratrice, Louisa, de la Chambre de commerce et d'industrie franco-indienne et vous êtes également cofondatrice d'Equirus Indo-West Capital. Merci à tous les deux de vous être rendus disponibles. Et un grand merci aussi à notre troisième intervenant, Ajay Manda. Bonjour Ajay. Bonjour à tous. Bonjour, tu es président de l'entreprise Greenwood France, mais tu es aussi un dirigeant engagé au sein du MEDEF de l'Est parisien, puisque tu es responsable du club Inde. Merci beaucoup, Agé, d'avoir initié ce matin ce webinaire. Merci pour ton aide également dans sa préparation. Je te donnerai, si tu le veux bien, la parole en fin de séance pour présenter rapidement tes objectifs et tes projets au sein du club Inde. Plusieurs sujets seront à l'étude en 2026 et en 2027. Alors, près Avec de grand 6000 plaisir. ans. Merci, Agé. Alors, près de 6000 entreprises européennes sont aujourd'hui présentes en Inde. Avant même la conclusion du traité de libre-échange, Kumar me le rappelait, les relations commerciales entre l'Inde et l'Union européenne étaient déjà très significatives. L'UE est en effet le premier partenaire commercial de l'Inde. En 2024, les échanges de marchandises représentaient déjà plus de 120 milliards d'euros. C'est 11,5% du commerce indien. De son côté, l'Inde est le neuvième partenaire commercial de l'UE avec 2,4% du commerce extérieur européen. Les importations de l'UE en provenance d'Inde comprennent principalement des machines, des appareils, des produits chimiques, des métaux communs, des produits minéraux et du textile. Côté export, on retrouve également des machines, des équipements de transport et des produits chimiques. L'objectif ce matin, vous l'avez compris, c'est d'analyser ensemble les enjeux et les opportunités et les pistes stratégiques pour vos entreprises. Oumar, sans plus attendre, je me tourne directement vers vous. Je vous propose, Louisa, bien sûr, d'intervenir en complément sur chacune de mes questions et à vous, chers participants, de nous poser vos questions également dans le module de conversation de Teams. Kumar, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement la Chambre de commerce et d'industrie franco-indienne, sa mission principale, comment vous vous positionnez, vous, aujourd'hui, comme le pont privilégié entre les entreprises françaises et le marché indien? Merci beaucoup Sophie. Rebonjour encore à toutes les participantes et les participants pour ce premier webinaire que la Chambre de commerce a plaisir d'organiser avec le MEDEF parisien. Merci à Jay, effectivement, qui a été un peu à l'origine de cette initiative. Pour vous donner quelques mots sur la Chambre de commerce franco-indienne à Paris, c'est une chambre maintenant qui existe depuis plus de 40 ans, qui a été lancée suite au premier voyage de Jacques Chirac en Inde. Donc, l'idée était d'animer en tous les cas l'écosystème franco-indien à Paris, qui était naissant à l'époque, essentiellement autour des activités culturelles. Donc, la Chambre a reçu plus tard, en 87, l'agrément Chambre de commerce du ministère des Finances en France. Donc, depuis, c'est une chambre qui aujourd'hui a plusieurs vocations. Une vocation qui est au niveau des affaires franco-indiennes, d'animer la communauté franco-indienne à Paris.
Donc, notre rayonnement aujourd'hui est le territoire français. Donc, aujourd'hui, on anime cette communauté des affaires. On travaille étroitement avec les institutions aussi bien indiennes que françaises à Paris pour aussi accompagner des délégations indiennes qui sont sur Paris, des délégations françaises qui vont en Inde, que ce soit politique ou entrepreneuriale. On a également un volet culturel qui est assez important parce que la Chambre croit en tous les cas la nécessité de maintenir un équilibre entre le volet business et le volet culturel. Donc, on a un club agriculture, on a un club gastronomie. Donc, voilà, je pense que Louisa, qui est ici présente, est Oui. très active sur le volet agriculture également. La Chambre a vocation d'animer effectivement la communauté de nos membres. Aujourd'hui, la Chambre s'appuie beaucoup sur nos membres pour accompagner nos entreprises qui vont sur le marché indien et également les entreprises indiennes qui sont présentes sur le territoire français. On s'appuie sur le réseau, l'écosystème de nos membres, de nos institutions pour les accompagner. La Chambre, effectivement, est constituée d'un bureau, d'un conseil d'administration, tous professionnels de différents secteurs. Donc, c'est une organisation, une association pro bono. Donc, tout le monde donne de son temps pour animer cette communauté-là et on s'appuie effectivement sur le réseau de nos partenaires et de nos membres. Et le MEDEF Est parisien, pour nous, c'est un partenariat important sur lequel, effectivement, on souhaite construire un certain nombre d'activités qui peut être autour de l'aérien, autour de l'agroalimentaire. Donc, c'est des régions qui sont aujourd'hui, l'Est parisien est actif sur ces territoires-là. Donc, la Chambre de commerce est ravie, en tous les cas, de poursuivre nos échanges. Merci beaucoup, Kumar. Justement, comment vous avez vécu aux premières loges l'aboutissement de ces négociations? Elles ont été longues, il y a plusieurs rounds. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté? Voilà, pour vous donner, je pense qu'il faut situer un peu le contexte historique un peu et aussi le contexte géopolitique dans lequel cet accord est intervenu. L'Inde, effectivement, a toujours été perçue comme un pays qui était très fermé. Donc, même après l'ouverture en 90, l'Inde a opté une stratégie, notamment avec des tarifs et une réglementation qui ne permettaient pas à beaucoup d'entreprises en Europe et aussi surtout en France d'accéder à ce marché pour plusieurs raisons. Parce que l'Inde, effectivement, a voulu protéger son marché pour permettre en fait, l'émergence d'une industrie locale avant de s'ouvrir. Donc, effectivement, l'Inde aujourd'hui a atteint une taille critique. Donc, là, c'est un pays qui a connu une croissance assez régulière sur les 30-40 années. Donc, entre 6 et 8%, ça a toujours été dans ces environs-là. Et je pense que c'est une négociation qui a duré plus de 18 ans. Je dirais, je pense qu'on va dire une vingtaine d'années. Il y a eu une phase dans laquelle il y a eu un arrêt total effectivement, des négociations juste après le Covid. Donc, le contexte dans lequel cet accord est intervenu, effectivement, c'est un contexte qui est, sur le plan géopolitique, est assez intéressant à comprendre. Alors que les États-Unis, effectivement, menaçaient, je dirais, pas mal d'accords et imposaient des tarifs de plus en plus croissants. Cet accord, elle est vraiment à contre-courant. Elle vient casser, réduire pas mal de barrières, pas que tarifaires et aussi non tarifaires qui étaient présents entre l'Union européenne et l'Inde. Pour la Chambre, effectivement, nous, cet accord, on la salue. On a beaucoup communiqué au niveau de nos membres, au niveau des institutions. Ça permet de débloquer, d'ouvrir un marché et, en tous les cas, de renforcer un partenariat qui est aujourd'hui, dans le contexte actuel, est fondamental pour rééquilibrer les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques. Pour la Chambre, pour nos membres, c'est une très bonne chose. Il contient quoi, du coup, cet accord, Kumar? Vous nous avez présenté quelques slides justement pour le revoir en synthèse. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, peut-être que très rapidement, de quoi on parle de cet accord. L'Inde a signé aujourd'hui je dirais sur les 2 dernières années une série d'accords avec aussi bien l'Angleterre, l'Australie, l'Europe, le Moyen-Orient, un certain nombre d'accords pour favoriser effectivement les échanges économiques en abaissant un certain nombre de tarifs douaniers qui étaient souvent prohibitifs pour les exportateurs français, européens et aussi non européens. Et
donc, quand on regarde de près, en fait, c'est quoi un peu les grands chantiers de cet accord? Cet accord couvre une palette, en tous les cas, d'industries et de services assez large. Donc, et pas que la partie manufacturière, on parle aussi des investissements, on parle effectivement des services financiers, de l'éducation, des marchés publics et également la partie, tout ce qui est développement durable. Donc, le solaire, tous ces chantiers-là sont couverts dans cet accord. Aujourd'hui, l'objectif est avant tout de doubler la taille des échanges entre l'Union européenne et l'Inde. Aujourd'hui, c'est de passer de 120 milliards à 240 milliards d'ici 2030. Donc, ça veut dire dans 4 ans. Donc, c'est assez court en termes d'accélération qu'on va voir pour 2 raisons. Parce que aujourd'hui, cet accord, en fait, qui va commencer à être mis en œuvre dès 2027, dans 1 an, avec effectivement une trajectoire qui va prendre 10 ans. Donc, effectivement, elle va être progressive. La baisse, effectivement, des tarifs qui sont aujourd'hui sur certains produits, certains éléments de 140-150%, progressivement, et ça va t'abaisser à 10% ou dans certains cas à 0. Donc, la mise en œuvre va être progressive, dégressive, selon le secteur, selon le produit, parce que ça demande effectivement une adaptation des 2 côtés, aussi bien des normes de la partie compliance, notamment pour l'Inde, effectivement, il y a un volet compliance de mise à niveau de ces capacités de production pour se conformer aux exigences européennes. Il y a un certain nombre d'éléments, en tous les cas, d'industries qui n'ont pas été intégrés dans cet accord pour des raisons évidentes qui sont liées effectivement à des aspects socio-économiques, notamment tout ce qui est effectivement agriculture. L'agriculture a toujours été effectivement, dans le cadre de Mercosur, ça a été un débat. Dans ce contexte-là, l'agriculture a été sortie, notamment à tout ce qui est produits animaliers, toute la partie production de riz, qui sont des débats économiques importants en Inde. Donc, cette partie-là n'est pas dans l'accord. Mais le reste, effectivement, les produits, l'agroalimentaire a été considéré avec un volet très important sur la partie protection intellectuelle, protection des appellations d'origine, qui est la clé pour construire la confiance entre les 2 régions. C'est comment, en fait, chaque pays protège, garantit la propriété intellectuelle, l'aspect, effectivement, de l'origine des produits. Je donne un exemple, Made in India, par exemple, dans le textile ou dans la joaillerie, s'il y a des éléments qui ne sont pas indiens dans ces produits-là, qui sont peut-être des produits chinois qui ont été intégrés, dans ces cas-là, ces produits-là ne feront pas partie de cette lot d'appellation que l'Inde peut bénéficier. Donc, il y a aussi une logique de traçabilité assez importante à implémenter pour permettre effectivement aux Indiens et aussi aux Européens de dire effectivement ce produit-là est 100% européen ou 100% indien. Justement, Kumar, je le rappelle, l'accord de libre-échange UE-Inde, il a été qualifié d'accord de tous les accords par la Commission européenne. Je voudrais juste qu'on parle de la France. En quoi cet accord va redéfinir d'une quelconque manière la place de la France dans le paysage commercial indien? Donc, pour la France, aujourd'hui, c'est vrai que les grands sujets emblématiques, donc souvent on a parlé de Rafale, l'aérien, l'aéronautique, la défense, ça c'est toujours été le gros volet en tous les cas qui représentait le marché indien pour la France. C'est vrai que rien que pour les commandes aériennes, par exemple, 2 compagnies aériennes ont passé plus de 1000 avions en commande chez Airbus, donc il y a eu les Rafales, il y a eu les sous-marins, il y a eu pas mal en fait dans cette industrie-là. Mais le reste, effectivement, des industries moins visibles, qui sont très présentes. Les entreprises françaises en Inde sont présentes historiquement. Il y a plus de 1000 entreprises françaises présentes en Inde, certaines effectivement d'une manière significative, et d'autres effectivement depuis plus d'un siècle. Je parle de BNP Paribas est présent en Inde depuis 100 ans. Capgemini est très présent en Inde. Il y a d'autres secteurs. Sanofi est présent. Donc, les industries du CAC 40 sont présentes en Inde. Maintenant, l'enjeu, c'est la partie
les ETI et les PME. Ouais, tout à fait. Pour les ETI et les PME, souvent, ça a été effectivement y aller pour accompagner les grands donneurs d'ordre qui sont les industries CAC 40. Aujourd'hui, on voit que le marché domestique indien émerge. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est de loin le plus actif sur la planète en termes de croissance, le marché domestique indien. Et ce marché-là, aujourd'hui, souvent, n'a pas été compris, adressé par les PME et ETI françaises. Et il y a deux sujets. Il y a aussi l'aspect régional. L'Inde, c'est aussi plus de 25 États. Hein. Donc, je dis plus de 25 États parce que souvent, il y a de nouveaux États qui se créent en Inde aussi par scission. Donc, l'Inde, c'est l'équivalent de l'Europe. Donc, l'Europe, c'est 27 pays, l'Inde est gérée 25 États. Donc, on a autant, je dirais, de diversité géographique, diversité aussi de clusters économiques en Inde qu'en Europe. Donc, les villes qui sont tier 3 en Inde, des villes qui sont des clusters chimiques, des clusters effectivement qui sont sur les mécaniques de précision, des villes dans le sud, dans le nord. Donc, toutes ces villes-là, souvent, n'ont pas été adressées. Souvent, on s'est focalisé dans les grands centres urbains, Bangalore, Bombay et Delhi et Chennai, mais le reste, effectivement, reste encore à explorer par les PME et les ETI françaises, où il y a aujourd'hui une double stratégie qui peut être intéressante, à la fois adresser effectivement les grands donneurs d'ordre et aussi rapidement capitaliser sur les grands groupes indiens qui ont aujourd'hui une croissance exponentielle en Inde, qui ont une stratégie aussi internationale importante, et qui ont besoin d'un partenariat sur le plan technologique, qui ont besoin d'un partenariat sur la partie effectivement adresser le marché européen. Ils ont besoin d'un savoir-faire européen, français pour adresser ce marché-là en termes de normes, en termes de compliance, en termes de durabilité. Merci Kumar. Alors bon, là on est entre nous, mais il y a un objectif aussi affiché dans le partenariat, c'est quand même de réduire la dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Dans quelle mesure cet accord il va permettre concrètement aux entreprises françaises de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement? C'est aussi là-dessus qu'on nous attend. Voilà. Peut-être je vais laisser aussi Luisa abonder sur cette question-là. La dépendance aujourd'hui donc chinoise, effectivement, aujourd'hui, l'Inde a analysé effectivement sur l'ensemble il y a une dominance importante des Chinois sur l'ensemble des industries. Et l'Inde aujourd'hui se positionne effectivement effectivement dans la stratégie China Plus comme une alternative pour dérisquer, en tous les cas, la dépendance chinoise. Et aujourd'hui, l'Inde, effectivement, doit rattraper son retard sur l'industriel par rapport, effectivement, à l'hégémonie chinoise sur un certain nombre de secteurs. Mais la volonté politique et la volonté industrielle des Indiens est là. Et je pense que l'Inde a besoin d'une Europe forte pour accompagner cette stratégie-là. Et clairement, je pense que la volonté, en tous les cas, de deux régions et aussi comment dérisquer la dépendance chinoise et comment aussi, quelque part, syndiquer la souveraineté que les deux régions envisagent. Donc, pour moi, la souveraineté se peut construire avec un partenariat fort. Les deux peuvent amener effectivement une certaine complémentarité. Bien, c'est aussi. En fait, donc bonjour à tous. En parallèle de la Chambre des commerces, j'ai la chance d'avoir un business en Inde depuis plus qu'une quinzaine d'années. Donc, je pu effectivement vivre toutes ces transformations dont Kumar et dont on est en train de parler sur le terrain. Et donc, pour reprendre les points évoqués par Kumar concernant effectivement le shift de la Chine à l'Inde. En fait, il y a clairement, l'Inde est en train de se préparer pour pouvoir accueillir, devenir effectivement un bon remplaçant de la Chine. Maintenant, il y a deux aspects, à mon avis, qu'il ne faut pas sous-estimer sur l'Inde. C'est que la Chine est un producteur et pour l'écosystème, effectivement, européen. Mais l'Inde représente aussi un marché interne.
Donc, on a deux aspects importants en Inde. Il y a l'aspect des outsourcing, donc, qui peut graduellement remplacer effectivement la Chine, pas dans tous les domaines. Voilà, il faudra, dans certains domaines, il faudra du temps parce que l'écosystème industriel indien, il a des spécificités différentes par rapport aux Chinois. Mais la grande opportunité pour nos entreprises et nos PME, c'est qu'en parallèle d'accéder à l'Inde comme outsourcer, je veux dire, on a l'accès au marché interne, en fait. Ouais. Et ça, c'est une grande force. Parce que c'est un marché où la classe moyenne aujourd'hui émerge de plus en plus. Et pour être effectivement, par exemple, investisseur de différentes entreprises dans les B2C, on assiste à des taux de croissance de 25-30%. Hein, sur des produits de base qui peuvent être, par exemple, je vous pose un exemple un peu sympathique, de matelas pour des lits. Hein. Voilà, donc les secteurs effectivement qui vont bénéficier le plus, donc on a ces shifts, hein, donc Chine en faveur de l'Inde. Et ces shifts vont être effectivement accélérés par cet accord parce qu'il y a 4 secteurs qui bénéficient des avantages tarifaires, qui sont l'automobile, vin spiritueux, l'aéronautique, les machines, la chimie et la pharmacie. Donc ça, c'est les secteurs dans lesquels il est important que les adhérents, nos adhérents, voilà, s'imprègnent de ces changements. Donc, vous avez l'automobile où les droits de douane sont passés de 110 à 10%. Ça veut dire que toutes les importations de l'un de ces produits-là vont bénéficier de ces avantages tarifaires. Et en particulier, vous avez beaucoup de producteurs de composantes automobiles en Inde qui sont tout à fait en mesure, effectivement, d'être complémentaires à notre écosystème des PME. On a un excellent exemple dans les domaines comme réussite française en Inde qui est Plasticonium, hein, qui est implanté en Inde depuis une vingtaine d'années. Il s'agit d'un grand groupe, mais clairement, tout l'écosystème, toute la filière pourra bénéficier de ces avantages. Après, un autre domaine très intéressant et qui implique nos activités à la Chambre, c'est les vins spiritueux. En fait, on a une réduction importante, voire drastique, de 150 à 20% de droits, de tarifs. Donc, ce qui change totalement l'opportunité pour les groupes français d'exporter en Inde. Et actuellement, il y a un énorme travail qui est fait par tout l'écosystème français, justement pour développer ce qui est la connaissance de la culture française, du style de vie, de la gastronomie. Et il faut dire que dans tout ce qui est les villes indiennes, en parallèle, comme Kumar disait tout à l'heure, en parallèle de Delhi, Bangalore, Bombay, ne sous-estimons pas les autres villes. Hein. On peut parler de Jaipur, on peut parler de Chennai, Pune, Ahmedabad, Hyderabad. Il y a une classe moyenne qui a un style de vie et qui demande un style de vie et qui demande la connaissance d'un style de vie à la française ou à l'européenne. Donc, le vin spiritueux s'inscrit totalement dans ce mouvement, en fait. Donc, la question, Louisa, c'est aussi comment cette filière peut se structurer, parce que c'est un marché d'1,45 milliard d'habitants. oui. Quels sont les conseils et comment on anticipe, on aborde ce marché colossal? Alors, bien Donc, sûr. pour nous, Alors, initialement, je veux dire, aborder ces marchés, ça veut dire, par exemple, être présent dans les événements marquants de la culture indienne. Vous avez, par exemple, dans lesquels il y a toujours des volets gastronomiques. Hein. Vous avez les festivals du cinéma qui a lieu à la fois à Bombay, mais à la fois dans les autres villes de l'Inde. Il y a les grands festivals littéraires de Jaipur, par exemple, qui est très connu et reconnu. Il y a d'autres festivals culturels ou qui célèbrent aussi le tourisme autour de l'Inde, dans la capitale, à Delhi. Donc, il n'est pas compliqué de se brancher à l'écosystème indien en termes d'événements, parce qu'effectivement, on sous-estime, mais l'Inde fonctionne exactement comme la France. En fait,
l'Inde a une richesse d'événements qui sont culturels, musicaux, donc gastronomiques partout en Inde, en parallèle aux événements industriels. Donc, pour les vins spiritueux, effectivement, de s'approcher, d'abord, on a un écosystème français qui est très présent à travers Business France, par exemple, ou d'autres institutions, ou d'autres institutions. N'oublions jamais, l'Inde est un pays, surtout après la FTA, et c'est un pays très accueillant du moment où on se branche avec leur langage. Donc, on peut s'appuyer à la fois sur l'écosystème français, mais on peut aussi y aller directement par les institutions indiennes. Donc, ça dépend de l'objectif qu'on a. Il ne faut pas avoir peur d'oser. C'est ça le message. Voilà. Après, vous avez l'aéronautique. L'aéronautique est aussi un domaine dans lequel la France a toujours eu un leadership. En fait, la plupart des exportations françaises en Inde étaient voilà, prédominées par l'aéronautique. Et donc, on a une suppression totale des tarifs sur les composantes aéronautiques, qui étaient à 5%. Donc, tout l'écosystème aéronautique français qui est resté en France et qui était moins amène d'exporter vers l'Inde va être encouragé sur l'impulsion de grands groupes. Considérez que Indigo, Air India sont les plus gros donneurs d'ordre en Inde de Airbus, qui a vendu plus de 380 avions. Donc, Airbus, en plus, a un hub très important dans le sud de l'Inde, donc à Singapour et dans le sud de l'Inde. Donc, pour dire que l'écosystème, c'est parallèle, c'est comme l'écosystème culturel, en fait. Il y a l'écosystème français, dans l'aéronautique, et en parallèle, vous avez l'écosystème indien. Et les deux, et on en discute très souvent avec Kumar, on a une optique des cross-border en Inde, en fait. On n'est pas que français, que anglais, que italien. On arrive, clairement, on s'appuie sur notre écosystème à nous, parce que c'est notre écosystème. Mais après, nous ne sous-estimons pas que les institutions indiennes fonctionnent très bien aujourd'hui. Moi, personnellement, je fais partie de deux institutions depuis 5 ans, donc je porte une expérience personnelle indienne, vraiment indienne. C'était mon choix au début de vraiment vivre avec eux et ça a apporté beaucoup de fruits. Voilà, il faut simplement y aller lentement avec une approche d'apprentissage et pas des donneurs de leçons, dans ce cas. Donc, autre secteur qui va bénéficier, c'est les machines-outils, chimie et pharmacie. Donc, les machines industrielles dont l'Inde a vraiment besoin dans certains domaines. Moi, je me rappelle bien d'une super entreprise française qui s'appelle Mécaterm et qui faisait les fours pour la production des baguettes. Et cette entreprise, effectivement, a un avenir important. Des entreprises comme ça ont un avenir important en Inde. Toute la technologie pour produire des croissants, de la pâtisserie française, voilà. C'est des machines qui sont très précieuses parce que l'Inde n'a pas forcément ce savoir-faire-là. Donc, on a les tarifs ont été supprimés, donc qui étaient à 44%, c'était un montant assez important. Ouais. La chimie, on parle de moins 22%, donc c'était supprimé également. Et donc, il y a des composants très sophistiqués qu'on ne pouvait pas exporter en Inde pour cette raison-là, parce qu'il y avait une raison de prix. Et après, il y a toute la partie pharmaceutique. On a supprimé les tarifs à 11%. Et là, on peut clairement nouer des accords de licence ou de cofabrication. À souligner que dans tous ces domaines donc, que je viens d'indiquer, automobile, aéronautique, machine, chimie, pharmacie, l'Inde a institué depuis que je travaille avec l'Inde, donc depuis une vingtaine d'années, ce qu'on appelle les SEZ. C'est des zones industrielles. Une économie spéciale. Exactement. C'est des zones économiques spéciales qui, je veux vous dire, fonctionnent très bien.
Nos amis japonais et nos amis américains, on l'ont développé depuis au moins 25 ans, depuis leurs institutions, et ça fonctionne très, très bien. Pour être italienne d'origine, les groupes italiens aussi en ont beaucoup profité, en particulier Ferrero. Vu qu'on parle d'Europe, c'est bien de porter des exemples européens. Hein. Donc, Ferrero a bien utilisé ces avantages-là. Vous avez également d'autres groupes italiens dans les textiles, dont je ne peux pas faire les noms, mais qui réalisent des productions de tissus en laine, hein, et en soie. Et effectivement, ils ont bien valorisé tous ces avantages-là. Après, comme message de fond aussi qu'on passe avec la Chambre, c'est que il y a clairement tous les avantages tarifaires que cet accord nous apporte. Ce qui était très important aussi, effectivement, d'approcher l'Inde, comment on peut dire, avec une approche, une attention à la culture et à la façon avec laquelle on introduit nos produits, nos services. Hein. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience, beaucoup de temps long, parce que c'est vrai que du point de vue de la méthode, de la qualité de produit, on a une excellence marquante. Ça, il n'y a pas de sujet. Les points, et les Indiens sont très demandeurs de cette capacité qu'on a d'organiser les choses, d'organiser un process, de délivrer un produit à date, hein, tenir les timings. Ça, c'est l'un des très demandeurs de ça. Le sujet, c'est la modalité avec laquelle on transmet toutes ces technologies-là. Hein. Donc, être sur les temps longs plutôt que sur les temps courts. Et peut-être, je me permets de dire, on ne peut pas être toujours pragmatique. Hein. Voilà. Il y a un pragmatisme auquel il faut trouver un compromis dans notre pragmatisme qui est précieux chez nous, mais qui peut être débitoire dans ce type de contexte si appliqué trop tôt. Voilà. Je vous remercie, Louisa. Justement, côté service, l'Union européenne a accordé un accès privilégié à 102 sous-secteurs de services, dont les services maritimes et financiers. C'est quoi les retombées attendues pour le secteur tertiaire français, justement? Alors là, je peux vous dire, c'est encore, de mon point de vue, c'est encore plus facile que l'industrie. Ouais. Parce que là, on est en fait, on peut pas, alors sur la partie portuaire, alors on ne peut pas dire que c'est un greenfield, mais l'Inde, vous voyez, les ports, par nos traditions grecques-romaines, nous, en tant qu'Européens, on a hérité cette culture. Vous voyez, des ports, où est-ce qu'on met un port, pourquoi on les structure comme ça? Nous, ça vient de 2000 ans d'histoire. Comment on développe ces commerces mondiaux? Ça fait partie de notre vraiment cœur de connaissances. Et les Indiens sont demandeurs de ça parce qu'ils n'avaient pas, ils ont dans le temps, ils ont pas, il y a les infrastructures de base, bien sûr, les ports, mais après la conception aussi, la mise en place d'un port et comment ces ports se relient au reste du monde, ça, c'est un savoir-faire, on veut dire, très européen, très, très profondément européen. C'est là où aussi notre savoir-faire, donc entre guillemets, la partie écosystème portuaire plus toute l'infrastructure, c'est très important en fait. C'est une chance énorme qu'on a là-dedans. Parce qu'aucun pays ouvre ses ports. Hein. Je veux dire, c'est très compliqué parce que c'est quand même une clé de lecture. Et après, les financiers également. N'oublions pas que l'écosystème financier, alors être financièrement dans un pays, ça veut dire connaître le pouvoir d'achat de sa population. Donc, ce n'est pas, vous voyez, c'est quand même un domaine important. Et c'est pour ça que Deutsche Bank, en tant que représentante européen, est présente depuis les années 40 en Inde. Justement, je me permets de rebondir sur l'accès au crédit et au financement locaux.
Ça, Oui, c'est vraiment un frein majeur pour les entreprises qui oui. souhaitent s'implanter ou se développer en Oui. Inde. L'accord, est-ce qu'il ouvre des perspectives justement en matière d'accès aux services bancaires et financiers indiens? C'est quoi les mécanismes de financement public et privé que vous pourriez nous conseiller? Alors, en fait, les mécanismes mis en place des supports financiers, c'est clé. Alors, de vous dire exactement quels sont les mécanismes précis, mais au niveau de BPI, au niveau des banques, donc BNP, Société Générale et Crédit Agricole, qui sont présentes en Inde depuis un certain temps. Hein. Pour l'instant, ils étaient présents plutôt pour le brokerage ou pour les grandes loans, donc les grands prêts, mais ils ont mis en place des dispositifs pour accélérer l'exportation vers l'Inde. Et il faudra s'adresser effectivement à son conseiller. Je crois qu'ils ont même mis en place des plans de formation du personnel interne, parce que l'autre sujet de notre système financier, effectivement, c'est aussi de former le personnel à l'intérieur Oui. pour encourager l'Inde et pour la rendre plus proche de chez nous, en fait. Voilà. Justement, je voulais revenir sur je me retourne vers Kumar. Le programme Make in India, c'est un programme qui est central pour New Delhi. Comment l'ALE s'articule avec cette volonté indienne d'attirer des usines de production plutôt que de simples importations? Est-ce qu'on peut faire un rapide point là-dessus Hmm. également? Donc, si on se focalise effectivement la logique de Make in India, l'Inde effectivement aujourd'hui encourage les grands groupes, les grands industriels à produire sur place pour plusieurs raisons. Parce que l'Inde effectivement a besoin d'investissement industriel. L'Inde effectivement a besoin d'investissement à étranger. Donc, c'est un pays qui a besoin d'investissements lourds sur long terme. Mm. Donc, une des effectivement, ambitions de l'Inde, c'est effectivement, ça s'inscrit aussi dans sa logique effectivement de devenir je dirais une économie plus sur l'industriel et moins dépendant sur le service et l'agriculture qu'elle est aujourd'hui, Mm. et de contrebalancer aussi avec la Chine. Aujourd'hui, c'est plutôt complémentaire, effectivement, cet accord qu'on peut voir effectivement comme un accord qui est fondamentalement pour favoriser l'export, Mm. mais c'est aussi un accord qui, en abaissant toutes les contraintes non tarifaires, qui permet en fait à un industriel français de produire en Inde avec 100% de contrôle sur son industrie, 100% de contrôle sur son IP et d'en créer un hub non seulement pour l'Inde, mais aussi pour la région. Donc aujourd'hui, la stratégie Make in India que certains grands industriels français ont déjà adopté, ont déjà construit des usines d'envergure en Inde plus importantes que le reste du monde. Aujourd'hui, l'intérêt je dirais pour les industriels, et même pour les PME et les ETI françaises, c'est d'avoir cette stratégie de produire en Inde et de servir le marché indien et aussi d'une manière plus large l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et le marché africain à partir d'Inde, parce que les bases de coûts qu'on peut avoir en Inde sont pas les mêmes. Et quand on veut produire en France, exporter en Inde, voilà, au-delà du tarif, il y a aussi pas mal d'autres contraintes logistiques et de coûts qui souvent rend le produit, on va dire, pas acceptable pour je dirais, le pouvoir d'achat de cette région-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, cet accord et le Make in India sont complémentaires. Selon les industries, selon les produits, on peut livrer cette facilité que l'Inde amène, effectivement, avec toutes les subventions, les Special Economic Zones, effectivement, qui sont plutôt favorables. Il y a pas mal d'autres changements structurels que l'Inde amène, notamment avec cette région dans le Gujarat, Gift City, pour permettre effectivement de rentrer et de réduire toute la friction fiscale et administrative qui est souvent perçue comme complexe en Inde. Donc, c'est une logique de guichet unique qui existe et est très bien connue, très bien gérée en France, qui n'est pas encore le cas en Inde. Donc, voilà, je pense qu'il y a pas mal d'autres assets qu'il faut utiliser quand on réfléchit à la stratégie Inde. Il y a l'accord, il y a le Make in India, il y a le Gift City, il y a l'IMEC aussi, que le corridor qui se met en place. Il y a un certain nombre d'autres éléments
qui sont à prendre en compte pour avoir une approche assez holistique sur ce marché-là? Ouais, et si je peux compléter, effectivement, c'est une liste formidable, Kumar, que tu as effectivement mis en valeur. Je compléterai effectivement avec l'exemple de Lactalis, hein, qui est un producteur. Alors, Lactalis, c'est un ETI, voire un gros groupe, mais en 2014, Lactalis avait mené avant 2014 un process d'analyse de l'Inde. Et aujourd'hui, il est devenu un producteur local de référence. Il a bien justement valorisé les zones économiques spéciales, les avantages, et ça permet effectivement aujourd'hui à Lactalis de se proposer avec à la fois des produits locaux et des produits français en Inde et aussi dans la région. Mm. Donc, après Lactalis, il a démarré clairement dans une base d'entreprises plus grande. Donc, ils ont fait à la fois une stratégie mixte, stratégie de croissance organique et stratégie de croissance externe. Ils ont racheté de petits producteurs laitiers, mais c'est intéressant ce cas, parce qu'ils ont racheté ces petits producteurs laitiers qui ont été industrialisés, qui ont été modernisés. Donc, pour répondre à ce que Kumar disait, ils ont amélioré les savoir-faire industriels de l'Inde. Vous voyez? Donc, le Make in India est tout à fait un alignement. Et ils ont pu à la fois proposer des produits français et en même temps de rester sur des produits indiens et rayonner sur le pays. Hein? Ça a permis aussi, je vous fais une autre connexion intéressante, c'est que l'Inde, grâce à cet écosystème plus safe aussi et plus articulé, a permis de lancer une des premières marques de yaourts indiens, hein, qui a été financée d'ailleurs par un fonds belge. Donc, vous voyez, c'est toute une filière plus sécure et plus moderne qui s'est mise en place. Hein. Et aujourd'hui, il y a une marque de yaourts indiens qui est devenue la référence que vous trouvez dans toutes les surfaces d'autres qualités. Mais c'est grâce à tout cet écosystème derrière de production laitière, faite selon les normes, vous voyez. Donc ça, on peut le transmettre à d'autres domaines, à plein d'autres domaines. Donc une stratégie de croissance à la fois organique, donc vous ouvrez un bureau, et éventuellement d'achat des petits producteurs. Juste un petit mot pour Gift City. Gift City, moi, j'y suis depuis 4 ans, hein, pour vous porter l'exemple personnel. On a donc obtenu une licence, là dans mon cas, on parle de produits financiers, pour des produits financiers qui sont européens, pour qu'ils soient autorisés en Inde également. Donc on a créé ces liens et je dois dire que le personnel était en écoute. Ils ont découvert des aspects de la dématérialisation des documents, par exemple, qu'en Europe, on est beaucoup plus fort que eux sur ce domaine-là. Mais en fait, il faut simplement accepter le temps. Voilà, le temps. Et dans le temps, il y a un apprentissage. Et comme il disait Kumar, les Indiens sont très demandeurs d'apprendre, en fait. Merci beaucoup, Louisa, pour ce complément. Je voudrais juste passer quand même, parce que je vois que le temps passe. Je voulais aussi vous poser des questions sur maintenant la mise en œuvre et les défis opérationnels, parce que ça va se faire sur 10 ans. J'ai juste une question dans la salle de Frédéric qui pose une question. Je pense que la réponse est non, mais je préfère vous la poser quand même. Existe-t-il une liste d'entreprises indiennes qui sont présentes en France et une liste des entreprises françaises installées en Inde? Est-ce qu'on peut avoir accès à ces éléments, à ces Oui. données? Peut-être que je peux prendre cette question. Il existe une liste des entreprises françaises présentes en Inde. Il existe également une liste qui a été construite il y a quelques années pour la présence indienne en France. Elle est à compléter. Elle est à compléter parce que elle évolue. Donc, je pense que les entreprises indiennes sur les 2 dernières années sont de plus en plus actives en France. Certaines ne sont pas du tout visibles, hein, mais sont pas médiatisées.
mais de plus en plus aussi bien, bon, les grandes, effectivement, tout le monde connaît, mais il y a pas mal de structures qui se créent, des bureaux qui se créent, mais qui sont adressés aussi en dehors de la France. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne voit pas vraiment ces entreprises, mais il existe une liste sur les Donc, deux. si on a besoin de cette liste, Kumar, on peut aussi passer Oui, par bien la sûr, bien chambre de sûr. commerce Oui, directement, qui est le point d'entrée et oui, le point de contact principal que nous conseillerons, en tout cas au sein du MEDEF de l'Est parisien. Je bien voulais en sûr. revenir sur la mise en œuvre et les défis opérationnels. L'accord prévoit une application progressive sur 10 ans. C'est quoi les étapes critiques pour une entreprise française qu'elle doit anticiper dès maintenant, avant l'entrée justement en vigueur qui est prévue pour 2027, si je ne dis pas de bêtises? Hum. Voilà, moi je peux illustrer dans un premier temps. Je pense que dans un premier temps, c'est qu'il faut ce marché-là, enfin cet accord ouvre une gamme d'opportunités pour les entreprises. Alors, dans un premier temps, effectivement, il faut qu'on analyse, hein, je pense que l'éligibilité de ces produits. Donc, si effectivement une PME n'est pas du tout présente parce que effectivement, ce marché-là, elle est considérée pas stratégique, trop complexe, trop de contraintes réglementaires et aussi de tarifs douaniers. Donc, je pense qu'il faut analyser l'opportunité que cet accord amène et aussi inscrire effectivement son plan d'adressage de ce marché par rapport effectivement à cette mise en œuvre graduelle. Selon les secteurs, effectivement, il y a des secteurs et l'impact va être immédiat. Tout ce qui est effectivement automobile, agroalimentaire, l'impact va effectivement, dès la première année, on va avoir effectivement les impacts. Après, on va avoir effectivement l'abaissement des tarifs sur les 10 prochaines années. Au-delà du tarif, il y a aussi toute la partie euh, administrative, hein, qui va être toutes les barrières à l'entrée, qui peut être effectivement des normes, des complexités administratives qui vont être levées de deux côtés. Je pense qu'il faut avoir une première cartographie sur cette partie-là. Deux, il y a une adaptation interne, une formation autour des normes, les nouvelles réglementations des deux côtés. Pour les Indiens, ça va être beaucoup plus important que pour les Français parce que les Indiens doivent se mettre à niveau sur un certain nombre de normes. Et trois, je pense que la stratégie d'entrée qu'il faut avoir sur l'Inde, si on est convaincu que ce marché-là, il est aujourd'hui inévitable pour certaines de nos PME, pour la pérennité de la croissance sur ce marché-là, et on peut démarrer en Inde aujourd'hui avec un contrôle 100%, avec un premier setup très léger. Et il faut être sur place. Il faut être sur place. Ce n'est pas un marché qu'on peut adresser dans un bureau à Paris, faire des plans, business plans. Il faut être sur le terrain, il faut rencontrer du monde, il faut se faire une opinion et ça bouge tous les 6 mois. L'Inde, c'est un marché, c'est un pays qui est en rotation permanente. Donc pour moi, je pense qu'il y a pas mal de stratégies parallèles et une compréhension, une formation, des mises à niveau, en tous les cas, de ces normes, de ces produits. Deux, effectivement, avoir une stratégie de terrain et un partenaire. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, trouver un partenaire, pas forcément capitalistique, pas forcément une JV, mais un partenaire qui peut être complémentaire. Souvent, l'erreur qui a été faite dans le passé, c'est de trouver quelqu'un qui nous ressemble. Il n'y a pas besoin en Inde. Trouver quelqu'un qui est complémentaire, qui n'est pas du tout sur notre terrain, mais qui a la capacité de nous amener effectivement un réseau de distribution, une capacité industrielle, une capacité financière. Donc, il faut trouver en Inde un partenaire complémentaire et construire son réseau parallèlement parce que c'est un marché qui se fait sur le terrain. Oui. Alors, un point de friction quand même pour l'Inde, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Euh, Donc, notamment pour l'acier et Oui. l'aluminium, hein, mais c'est quoi le rôle du coup que la Chambre de commerce peut jouer pour aider justement les partenaires indiens à s'adapter à ces normes environnementales? Sur cette norme environnementale, pour la Chambre, effectivement, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'Europe, effectivement, a investi, a une trajectoire sur la décarbonation de son industrie, de son acier. Et on voit qu'effectivement, la Chine, l'Inde ne sont pas encore sur ces mêmes niveaux de normes. Et il peut y avoir effectivement une concurrence quelque part déséquilibrée si on ouvre ce marché-là sans que les autres parties respectent ces normes. Et pour les Indiens, effectivement, qui veulent adresser ce marché, donc sur l'aluminium, sur l'acier, donc pour l'Inde, effectivement, a une ambition sur ce marché-là qui est importante. Hein, donc les grands industriels
indiens sur l'aluminium, sur l'acier, vont continuer d'investir, mais ça amène un surcoût par tonne pour les industriels, la mise en conformité. La Chambre, effectivement, aujourd'hui, il y a deux choses qu'on peut faire, qu'on va faire. Pour moi, la France détient un certain nombre de technologies qui sont des technologies vertes sur l'acier, sur l'aluminium. Et c'est ce partenariat-là qu'il faut explorer pour permettre aux industriels indiens de s'équiper et d'avoir effectivement ces technologies qui permettent de produire de l'acier et de l'aluminium qui sont plus verts qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pousser entre les côtés. Après, côté indien, effectivement, je pense qu'il y a la certification, la mise aux normes par des entreprises françaises qui ont l'expertise, qui peuvent faire des due diligence, qui peuvent faire des recommandations. Et ça, ce chantier-là, notre ambition, c'est de connecter, de créer l'écosystème. Justement, il y a aussi les deux parties, Union européenne, Inde, ont renforcé le partenariat sécurité et défense. Celui-ci porte sur des domaines comme la sécurité maritime, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pourriez nous en parler quelques minutes? Donc, sur ces chantiers-là, aujourd'hui, c'est devenu quelque part un enjeu. On voit effectivement, on le vit tous les jours, l'impact sur le maritime, l'impact sur le cyber, l'impact effectivement sur le terrorisme. L'Inde et l'Europe aujourd'hui ont renforcé cette coopération d'abord dans un premier temps le partage des données, partage des informations critiques en tous les cas, pour détecter, pour prévenir des menaces qui peuvent être de l'ordre maritime, parce que les opérations, effectivement, dans la stratégie Indo-Pacifique, il y a pas mal d'exercices en commun de la France et l'Inde pour permettre de sécuriser cette région. Il ne faut pas oublier que la France, sur cette région-là, détient des territoires. Donc je pense à La Réunion et d'autres des îles. Et effectivement, la France effectivement, est présente. C'est les points je dirais, les plus proches de l'Inde, effectivement, avec la France, c'est l'île de La Réunion. Donc, aujourd'hui, il y a des accords maritimes, aériens, il y a des exercices, effectivement, dans la zone pour protéger cette zone, effectivement, pour le transport maritime. Deux, sur la partie, effectivement, toute la partie cyber, l'Inde et la France et l'Union européenne ont quelque part des convergences sur les valeurs en ce qui concerne la souveraineté dans l'IA, la souveraineté dans la data. Des philosophies qui sont assez proches, très divergentes de la stratégie américaine et chinoise. Donc, il y a une similitude sur les valeurs partagées autour de cette partie-là, sur la souveraineté autour digital, sur les données. Donc, il y a un partage, en tout cas une construction d'une philosophie commune. Et le troisième volet, effectivement, sur la partie, tout ce qui est protection, la défense autour du terrorisme, idem. L'Inde et l'Europe ont des stratégies qui sont communes de partage d'informations, de coopération sur cette partie-là. Donc, pour moi, l'enjeu est la coopération, l'enjeu est le partage des données critiques pour prédire les cas et aussi d'anticiper un certain nombre d'attaques qui sont aujourd'hui quotidiennes sur les deux régions. C'est ça, vous me permettez de vous poser la dernière question du coup qui viendra complémenter cet échange. À l'horizon 2030, Kumar, c'est quoi votre vision du partenariat stratégique global franco-indien? Là, c'est au-delà de l'aspect commercial. Comment vous voyez les choses? Donc aujourd'hui, si on prend, je dirais, ces deux régions-là, on parle quand même d'un ensemble de 2 milliards. 2 milliards d'êtres vivants. 2 milliards d'êtres vivants qui ont des valeurs qui vont être communes, qui vont avoir effectivement une trajectoire de croissance. Donc l'Inde, effectivement, aujourd'hui amène un certain nombre d'atouts que l'Europe, effectivement, est en train de voir partir. C'est la population, c'est la jeunesse, elle a une classe émergente de 300 millions qui va aller à 400 millions, qui est la taille de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une complémentarité en termes de population, une complémentarité en termes de croissance. L'Inde, aujourd'hui, offre pour l'Europe une continuité de sa croissance si on adresse bien ce marché-là. Ça veut dire que ce que l'Europe a bâti sur le siècle dernier
en termes je dirais, de savoir-faire, en termes d'intelligence économique, en termes de IP, l'Inde peut ouvrir en fait une continuité, notamment pour les ETI et les PME. La survie pour moi de ces PME-là, notamment françaises, dont on parle d'un demi-million qui doit passer demain parce qu'effectivement, les fondateurs effectivement, arrivent effectivement, dans une logique de transmission. S'il y a une croissance qu'il faut faire, pour moi, c'est d'adresser ce marché-là parce qu'il faut un marché, il faut la continuité. Les gens ne reprennent pas une entreprise parce qu'il n'y a pas de marché. Donc, si on adresse d'une manière plus large un certain segment, même si cette PME-là aujourd'hui sur son micro-marché en Europe, en France, l'Inde aujourd'hui, même si on aborde effectivement sur ce marché un micro-marché, un État, pour un PME, un État, c'est largement suffisant pour pérenniser ces PME-là. À 2030, effectivement, aujourd'hui, le partenariat, en tous les cas, l'Europe et l'Inde, le partenariat notamment franco-indien, il n'a jamais été à ce niveau d'activité de momentum. Donc aujourd'hui, 2030, donc c'est demain. Donc pour moi, ça ouvre un nouveau chantier. Donc notamment le chantier pour moi qui est fondamental sur les ETI et les PME. Il faut que les PME et ETI regardent l'Inde. L'Inde, c'est à 8 heures, 10 heures de vol. Donc, c'est pas loin. On peut faire un aller-retour dans la journée, mais il faut y aller et il faut explorer. C'est un marché qui est dynamique et aussi qui doit inspirer les PME. Pour moi, aujourd'hui, on ne doit pas adresser ce marché-là comme un marché d'export. C'est un marché dans lequel on doit s'inspirer. Si ça marche en Inde, ça veut dire qu'il y a une façon de faire. Si l'Inde, en fait, fait 8% de croissance, 7% de croissance tous les ans depuis son indépendance, ça veut dire qu'ils ont trouvé en fait je dirais une recette magique. Malgré la complexité, malgré les difficultés, ils sont capables de faire de la croissance. Et pour moi, c'est un vrai savoir-faire que les PME françaises peuvent s'inspirer de l'Inde. Merci beaucoup, Koumar. C'est justement un enjeu que nous avons bien identifié au sein du MEDEF de l'Est parisien. Et j'ai l'honneur du coup, cher AG, de te donner la parole quelques minutes avant de conclure, puisque tu es le responsable du club Inde au sein du club francophonie et développement international du MEDEF de l'Est parisien que nous avons lancé début 2026. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur tes projets et ton rôle au sein du club Inde pour le MEDEF de l'Est parisien, mais aussi avec la Chambre de commerce franco-indienne? Merci beaucoup, Sophie. Je vais essayer de faire court vu le temps. Merci du coup, Sophie, Koumar et Louisa et tous les participants pour votre disponibilité et cet échange instructif. Une brique supplémentaire à notre compréhension du sujet. Ces échanges illustrent l'importance et le potentiel immense de la relation franco-indienne. Du coup, je me permets de me présenter brièvement. Je m'appelle Adji Amenda. Je suis entrepreneur indo-franco-béninois basé en Île-de-France et responsable du club Inde au sein du MEDEF de l'Est parisien, donc votre référent sur ces différents sujets. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous allons structurer ce club afin d'encourager nos entreprises et créer des synergies ou de faciliter des mises en relation, le tout au service de la relation franco-indienne. L'accord que nous venons d'évoquer ouvre une nouvelle page et intervient dans un moment idéal de cette relation. Et nous serons là pour aider toutes les entreprises dans les deux sens, en France et en Inde, à en saisir toutes les opportunités. Vous aurez mes coordonnées à travers Sophie. N'hésitez pas à me solliciter si besoin. Merci encore. Merci à toi, AG. Je vous prends 30 secondes additionnelles puisque Marraine me fait signe et nous avons des questions dans la salle. Marraine, je te laisse choisir une question à poser à nos participants. Merci, Sophie. Pour conclure le webinaire, la dernière question étant quelles entreprises européennes ont le plus à gagner avec cet accord? Les grands groupes déjà implantés en Inde ou les PME qui cherchent à entrer sur ce marché? Je réponds très rapidement. Les PME aujourd'hui ont plus à gagner que les grands groupes. Les grands groupes sont déjà en Inde, en fait. Je veux compléter, les grands groupes sont en Inde aujourd'hui. En général, les grands groupes français sont en Inde au moins depuis 20 ans.
sauf exception. Parlons aussi Europe. Les grands groupes européens sont présents en Europe, en Inde aussi depuis même plus longtemps que le groupe français. En particulier, l'écosystème allemand est très présent en Inde. Donc aujourd'hui, c'est ce que pour me connecter à ce que Kumar disait, que je souscris à 100%, c'est que la continuité de nos PME est en jeu aujourd'hui et un marché comme l'Inde offre une opportunité de continuité essentielle. Je rajouterais une petite couche, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes générations qui ont de doubles diplômes et qui sont exposés à toutes ces économies-là. Et donc, pour une PME, assurer cette transition-là devrait être plus faisable. Merci à tous. Je vous souhaite vraiment une excellente fin de semaine et merci à tous pour vous êtes connectés en grand nombre. Une petite info qui peut intéresser nos participants. Nous lançons le 28 mai à 14 h en format webinaire un webinaire sur un nouveau service pour nos adhérents du 93-94 qui s'appelle MAPI Aide publique. Et c'est un outil qui vous permet de cartographier grâce à l'IA et une mise à jour en temps réel l'intégralité des dispositifs de soutien public que vous pourriez obtenir dans le cadre alors, de n'importe quel projet, mais en ce qui nous concerne ce matin, de vos projets export. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci infiniment, Kumar, Louisa, la Chambre de commerce franco-indienne, pour nous avoir aidés. Je crois qu'Ajay voulait dire quelque chose. Non, on a une question, encore une dernière question, je pense. Je ne sais pas si vous avez le temps de répondre. De Pourvesh. Alors, je te laisse poser la question parce que je n'y ai pas accès. Ajay, si ça ne te dérange pas. Il vaut mieux implanter la production en Inde ou commencer avec l'export depuis la France, produits cosmétiques. Cosmétiques. Bonne question. Ouais. Je pense qu'effectivement, je laisserai Louisa de compléter. Tout va dépendre d'où est-ce qu'on va sourcer un peu ces matières premières. C'est quoi un peu le segment qu'on va adresser, donc le volume qu'on va adresser. Donc, je pense que l'export, même si on voit les tarifs baisser, mais il ne faut pas oublier le coût du transport, le coût, tous les coûts, il y a le coût carbone aussi, il ne faut pas négliger cette partie-là. Si on adresse un marché ultra premium en Inde, donc dans lequel l'IP, les matières premières sont plutôt européennes et que les difficultés de sourcer en Inde, là, ça peut se justifier. Après, si c'est quelque chose qui est plutôt dans le segment mastige ou masse, où on a une stratégie prix-volume, là, clairement, effectivement, pour moi, le modèle économique il va plutôt basculer sur une production indienne. Voilà, tout va dépendre, son positionnement, ce segment, son sourcing, sa logistique. Il ne faut pas oublier en Inde, la logistique souvent est à recréer, chaque fois, effectivement, selon les industries dans lesquelles on est. La distribution, donc voilà, il y a pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, je dirais, c'est possible de créer en Inde et de distribuer en Inde, c'est le schéma, je dirais, le plus simple, mais qui demande effectivement une reconstruction de toute la chaîne qui peut être très, je dirais, évidente en France quand on construit une usine, mais qu'il faut souvent recréer en Inde. Et ça peut être un ticket d'entrée plus élevé au début, mais qu'on peut amortir sur le volume et sur le temps en Inde. Merci à tous. J'espère que la question aura été la réponse claire pour vous tous. Merci infiniment à nos chers intervenants. Merci nos chers participants. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et n'hésitez pas à rejoindre le MEDEF de l'Est parisien et à nous solliciter pour tous vos projets à l'international avec le Club Inde notamment, dont la responsabilité est donnée à AG. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci bye bye. beaucoup. Bon week-end. Bonne journée. Au revoir. Bon week-end également. Merci. Bye.